Qu'est-ce qui a quatre pattes et un bras? Un pitbull dans un jardin d'enfants. Laura a les yeux dans le vide, le regard absent. Elle est fatiguée. Autour d'elle, ses sœurs parlent de rumeurs inquiétantes. On raconte qu'un homme se glisse dans le lit des jeunes femmes à la tombée de la nuit. Le bruit court qu'elles disparaissent peu après. Certains disent que c'est parce qu'elles ont regardé l'homme. Emportée par la folie à sa vue, elle fuit pour ne jamais être retrouvée. D'autres murmurent que l'homme les emporte dans le noir. Les yeux dans le vide et le regard absent. Laura sait que ses sœurs n'ont pas à s'inquiéter. Elle est là pour elle. En éteignant la lumière ce soir-là, elle sait qu'il ne va plus tarder à arriver. Il vient à la même heure depuis 3 jours. Laura a fermé la porte à clé. La fenêtre aussi. Il n'utilise aucune des deux. Allongée sur le dos, elle attend les premiers craquements du plancher et les pas feutrés, fugaces. Elle ferme les yeux. Elle sent un poids sur son lit. Elle ferme les yeux plus fort. Laura l'appelle l'homme, mais elle sait qu'il n'en est pas un. Laura ne disparaît pas car elle ne le regarde pas. Elle sait que sa curiosité peut lui être fatale. Elle garde les yeux fermés, mais elle ne dort pas. Elle ne dort plus. À cause de la peur très certainement, mais aussi à cause du sifflement de la respiration de la chose, qui dort juste à côté d'elle depuis 3 jours. Laura lui avait dit qu'elle l'aimait, qu'elle voulait rester à ses côtés pour toujours. Pas par amour, mais par peur. Très humainement, elle ne veut pas disparaître à son tour. Et si la chose reste avec elle, elle n'ira pas voir ses sœurs. Mais Laura est fatiguée. Elle lutte contre le sommeil. Ce sommeil fourbe qui veut lui faire baisser sa garde. Elle sait qu'endormie, elle ne pensera plus à la chose à quelques centimètres d'elle. Elle se tournera et elle ouvrira les yeux sans y penser. Alors elle verra la chose et disparaîtra, sans bruit. Laura résiste. Elle serre fort les paupières et bat la mesure avec son pied. Ce mouvement la tient éveillée. Et pourtant, la respiration de la chose, sifflante, agit comme une berceuse, au départ dérangeante, aujourd'hui enivrante. En elle, Laura ressent de la colère. Pourquoi l'avoir choisie elle? Pourquoi pas sa plus petite sœur? Pourquoi pas la plus grande? Laura se sent coupable. Elle ne devrait pas penser ce genre de choses. Mais pourtant, cette colère est bien là. Elle veut résister. Chasser cet intrus qui l'envahit. Laura espère. Si elle crie assez fort, si ses mots sont assez durs, peut-être alors que la chose partira. Alors elle parle. Des mots de haine, terribles, se déversent de sa bouche, comme une rivière d'eau croupie. Elle l'insulte, le renie, l'abjure, crache feu et souffre sur la chose. Le poids sur le lit s'en va. Elle se tait. Le poids revient. Il est sur elle. Laura, terrifiée, sent les mains de la chose, froide et mince, enserrer son visage. Ses doigts glissent sur sa peau, palpent ses paupières. La respiration sifflante se fait de plus en plus rapide. Des pouces et des index froids agissent de concert pour lui ouvrir les yeux. Laura ne veut pas les ouvrir. La chose grogne à présent. Laura sent ses yeux qui s'ouvrent, forcés par des doigts agiles et glacés. Elle ne veut pas voir. Les muscles de ses paupières sont trop faibles. Ses yeux s'ouvrent. Sifflement. Yeux blancs. Minuscules pupilles noires. Le néant. Laura a vu. Pour Anna, je n'en peux plus. Il faut que j'en parle. Elle va venir me chercher. J'en suis sûr. Ceci est à la fois mon testament et mon témoignage. Je tiens tout d'abord à m'excuser auprès de ma mère et de mes frères, que je laisse en ce monde, alors que j'avais juré d'être toujours à leur côté. Je m'excuse aussi pour toi, Anna, ma muse, que je n'aurais jamais dû quitter. Et aussi pour Goofy, notre chien. Je tiens à ce que mes maigres possessions, ou ce qu'il en restera, soient partagées à égalité entre ces personnes. Tout a commencé par une belle soirée de mai. Je me promenais comme chaque semaine, en quête d'inspiration, près des lacs de la région.
Cette fois-ci, j'avais choisi le lac du Vernois, un petit lac, dans un vallon isolé de la route reliant le Fresnois à la Chevrotaine. Je trouvais ses rives bordées de roseaux et son isolement stimulant pour la production poétique. Ce soir-là, donc, je me suis couché sur un tapis de sommeil au bord de ce maudit lac. Que je sois damné pour m'être endormi à ce moment-là, je ne me suis réveillé que plusieurs heures après. La nuit était tombée. En me levant, prenant conscience que je devais me dépêcher de rentrer à ma voiture pour ne pas geler, j'ai vu une jeune femme magnifique se baignant dans le lac. Sur le coup, je n'ai pas réagi. L'eau était glaciale, beaucoup trop pour une baignade. Subjugué, je l'observais sans dire un mot. J'avais trouvé une nouvelle muse. Anna, je le répète, je suis désolé. À ce moment-là, je me trompais. Tu as été et restera la seule muse qui m'a inspiré de véritables poèmes. J'ai fini par la perdre de vue dans la nuit, car la lumière de la lune se reflétant sur le lac était très faible. Mais j'étais décidé à la revoir. Les soirs suivants, je suis revenu à ce même lac et suis resté sur le bord, à chercher du regard cette belle étrangère. Cependant, j'avais beau y retourner, je ne la voyais jamais nulle part. Mais le 7e soir, je l'ai enfin aperçue de nouveau. Elle était là. La lune était cette fois-ci pleine, si bien qu'on y voyait comme en plein jour. J'ai pu détailler son corps et ses courbes sensuelles. Il se dégageait d'elle une telle énergie féminine. Il aurait été impossible pour moi de ne pas céder. Je pensais à toi, Anna, mais ton image s'estompait quand je la voyais. Je suis revenu 7 jours plus tard, et je l'ai vue cette fois encore. Et ainsi, durant les 3 semaines suivantes. Les poèmes écrits durant cette période ne parlent plus de toi, Anna, mais d'elle. D'ailleurs, c'était le moment où tout allait mal entre nous. Je restais enfermé dans ma chambre sans vouloir te voir, comme je l'ai fait il y a 1 an. Tu me demandais où j'allais le soir, je ne pouvais pas te répondre. Maintenant, tu le sais. Mais si on te lit cette lettre, ou si tu la lis, ne t'arrête pas là, s'il te plaît. 4 semaines après ma vision de cette silhouette féminine, lorsque je suis revenu au lac, j'ai trouvé un escarboucle sur le sol, au bord de l'étendue bleue. Une pierre rouge luisante, la plus belle que j'avais jamais vue. J'aurais voulu te l'offrir, mais tu étais déjà parti. Je l'ai tout de même prise, et ai continué d'observer la dame du lac, comme je l'avais nommée dans un poème. Cachée dans les roseaux, m'étant éloigné de l'endroit de découverte de la pierre, je l'ai vue sortir de l'eau. Elle avait l'air paniquée. Même en sachant qu'elle cherchait l'escarboucle, je l'ai gardée pour toujours être en contact avec elle. J'aurais dû la jeter dans le lac, elle l'aurait récupérée, et tout aurait été réglé. Mais non, je l'ai gardée avec moi. 1 semaine plus tard, elle n'est pas revenue. La semaine suivante non plus. Je m'enfonçais dans la dépression, solitaire, en bon poète maudit. J'essayais de t'appeler, mais tu ne répondais pas, Anna, ce qui était légitime. Je t'avais trompé en rêve, et j'avais trahi ma muse. C'est alors qu'elle m'a rendu visite. Un soir de juillet, elle est apparue sur le seuil de ma porte, me demandant qui sonnait à cette heure de la nuit. À 23 heures, j'ai regardé par la fenêtre et l'ai reconnue. Je suis immédiatement allé lui ouvrir. Je l'ai invitée à entrer. Elle n'a pas dit un mot et a passé le seuil de la porte. Elle n'a pas ouvert la bouche de la soirée, mais je l'en avais cure. J'étais fasciné par sa féminité. La soirée a été merveilleuse, mais merveilleuse comme de l'opium, comme le poison d'un rêve. Le lendemain, elle est restée avec moi, et le surlendemain aussi. J'étais épuisé, l'inspiration me fuyait, chassé par la fatigue. Puis, un jour, elle est partie. Je l'ai cherchée dans ma maison, mais je ne la trouvais pas. J'ai également remarqué que l'escarboucle n'était plus là. En manque d'elle, un soir, je me suis précipité vers le lac du Vernois pour espérer la revoir. Et effectivement, par chance, ou plutôt par malchance, je l'ai aperçue. Mais cette fois-ci, elle était en train de sortir de son bain nocturne. Elle a repris son escarboucle qu'elle avait laissé sur le bord du lac. Elle l'a porté à son front délicat et l'y a enfoncé. Ses jambes se sont fondues en une queue de serpent. Sa tête s'est muée en celle d'un chien. Des ailes de chauve-souris lui ont poussé dans le dos. J'ai hurlé à cette vision d'enfer et ai couru à ma voiture. J'ai démarré au quart de tour en priant pour ne pas caler et juste eu le temps de voir, dans les rétroviseurs, le monstre me poursuivre. Mais heureusement,
Il n'allait pas assez vite pour attraper le miracle de force brute qu'est le moteur à explosion. Depuis, je suis hanté par des visions. La nuit, je crois la voir, au pied de mon lit, prête à me dévorer. Je me suis renseigné et j'ai découvert quelque chose. Que personne ne pourrait m'aider, pas même toi, Anna. Quiconque voit une vous ivre est destiné à être poursuivi par elle jusqu'à sa mort. Et même au-delà, j'ai une arme sous mon oreiller maintenant, et des alarmes installées partout dans la maison. Mais j'ai peur pour ma vie. Mais surtout, j'ai peur pour toi, Anna. J'ai peur de te perdre à jamais. Oh, ma muse, car j'ai toujours l'illusion de pouvoir te retrouver un jour. Anna, je m'excuse. J'ai toujours rêvé d'être enquêteur, chercher des indices, traquer, réfléchir et trouver. Et j'ai fini par atteindre mon but. Je suis devenu enquêteur dans la police, mais après quelques années de service, j'ai décidé d'abandonner ce poste pour quelque chose d'encore plus excitant. Me mettre au service du paranormal. Mon travail actuel consiste simplement à chercher des preuves de l'existence de certaines créatures ou d'esprits. Pas de les faire partir ou les exorciser. Ce boulot-là, c'est celui de ceux qui passent après moi. Si je décide aujourd'hui de rendre cet écrit accessible, c'est parce que, après 3 ans de recherche et de concertation d'experts, personne n'a trouvé le moindre moyen de faire disparaître ces créatures. Aussi, il me semble nécessaire de mettre à la disposition de tous le résultat de mon enquête, concernant ceux que j'ai décidé d'appeler les chahuteurs. Les chahuteurs sont des créatures qui apparaissent lorsqu'on dort. Ils n'apparaîtront jamais si vous êtes éveillé, ni si quelqu'un d'autre est éveillé à vos côtés. Ils ont un comportement qu'on peut qualifier d'enfantin. Ils viennent en général à 3 ou 4, dans votre phase de sommeil profond, et ont pour jeu de faire le plus de bruit possible. Souvent, cela ressemble à des cris d'enfants, des rires. Les sons ressemblent à ceux qu'on pourrait entendre dans une cour de récréation. Mais tout ça, sans vous réveiller. Ils semblent aimer jouer avec le risque, essayant de faire le plus de bruit possible, sans vous faire sortir de votre sommeil. Alors en général, les nuits où ils apparaissent, vous ne vous en rendez jamais compte. Ils passeront 1 heure environ à jouer à vos côtés, parfois même à se bagarrer entre eux. Puis, si vous restez endormi, ils disparaîtront. Cela rend le phénomène très difficile à qualifier, car les témoignages ne peuvent en rien nous informer sur la fréquence de celui-ci. Nous savons néanmoins que les chahuteurs peuvent apparaître n'importe où sur Terre, même si aucun témoignage n'a été recueilli auprès de passagers d'avion. Très sûrement car la plupart du temps il y a des gens éveillés autour. Et le phénomène ne semble jamais s'être produit non plus sur un bateau. Qu'ils peuvent apparaître aux côtés de n'importe qui, peu importe l'âge, le sexe ou le mode de vie, et qu'une fois qu'ils ont commencé à jouer auprès de quelqu'un, ils semblent continuer plusieurs nuits d'affilée, parfois 1 semaine, mais parfois 1 mois, mais rarement plus. Nous avons une idée assez imprécise de l'apparence des chahuteurs, car ces derniers détestent être vus. Si vous vous réveillez et avez le malheur d'en apercevoir un, il vous sautera immédiatement dessus pour vous crever les yeux avec ses ongles. La suite des tortures qu'il vous fera subir dépend des cas. Parfois, il partira immédiatement. Parfois, il vous griffera légèrement le corps. Il pourra également aller jusqu'à vous arracher un membre, voire, très rarement, vous tuer. Ces créatures sont très vives. Il n'y a pas d'échappatoire au châtiment. Si l'une d'entre elles est aperçue, elles vous attaqueront toutes ensemble. Donc, à 4 environ. Voici une description approximative des chahuteurs basée sur divers témoignages. Ces créatures étant la dernière chose que les victimes ont pu voir de leur vie. Ils mesurent aux alentours de 80 cm, ont une apparence humanoïde, avec une très grande tête disproportionnée par rapport à leur corps. Leur menton est pointu, surplombé par une énorme bouche dont 2 canines sortent, au-dessus de laquelle est situé un nez se résumant à un trou. Leur visage est également marqué par une absence totale d'yeux. Leurs bras sont assez longs, et leurs jambes courtes. Ils ont aux pieds comme aux mains, des ongles d'environ 2 cm. Leur teint est assez sombre, brunâtre. Je vais maintenant décrire une potentielle rencontre avec des chahuteurs, et vous donner quelques conseils sur la façon dont vous devez réagir. Tout d'abord, vous vous réveillez en plein milieu de votre sommeil, généralement. Ce sera aux alentours de 3 heures du matin. Jusque-là, cela n'est peut-être qu'une simple insomnie. Ne paniquez pas. Si vous êtes réveillé et avez le souvenir vague de l'avoir été par un bruit de pas, un cri ou un rire, surtout si cela vous évoque une voix d'enfant, le risque que ce soit un chahuteur est plus élevé, mais il demeure relativement faible. Après tout, cela n'est peut-être qu'un rêve. Que ce soit le cas ou pas, ne paniquez pas. La plupart du temps, les chahuteurs sentent votre réveil
et entreprennent de se cacher, sous votre lit ou dans votre armoire. Pour une raison inconnue, les chahuteurs mettent environ 2 à 3 minutes avant de complètement disparaître. Il est néanmoins conseillé d'attendre une vingtaine de secondes avant d'allumer la lumière, car parfois, et surtout si votre chambre a peu de meubles, ces créatures peuvent avoir du mal à trouver une cachette. Attendez 2 à 3 minutes, je vous conseille pour ma part d'en attendre 5, avant de regarder sous votre lit ou dans vos armoires si cela peut vous rassurer. Pas avant, vous ne voulez pas les trouver. Une fois cela fait, vous pouvez aller dormir de nouveau. Mais soyez certain d'une chose, les chahuteurs reviendront. Ils passent la nuit entière avec la même personne si celle-ci s'est réveillée. Alors dormez profondément, et ne vous réveillez pas. À l'heure actuelle, nous n'avons trouvé aucun moyen de neutraliser ces créatures sans risque pour la victime. Il est capital d'obtenir toutes les informations possibles, car les chahuteurs représentent un réel danger pour tous. Et leur nombre, ou du moins le nombre de témoignages les concernant, explose depuis 1 an. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, avec l'étrange impression d'avoir entendu un rire d'enfant, il est impératif que vous suiviez les instructions ci-dessus. Le lendemain, n'hésitez pas à me contacter par mail. Bien à vous, Paul. Mon tout premier emploi a été celui de groom à l'hôtel du coin. Ce n'était pas une chaîne ou un motel, mais un hôtel de luxe relativement tranquille situé près de ma maison, le Kingfisher. C'est le 15 novembre que je m'y suis retrouvé face à face avec l'horreur, et que j'ai vraiment perdu ma foi en l'humanité. Je me souviens encore de cette soirée comme si c'était hier, quand bien même je ne comprends toujours pas ce qui est arrivé, et j'espère au fond ne jamais le découvrir. Tout ce que je sais, c'est que je ne resterai plus jamais seul, ne travaillerai plus jamais dans un hôtel de toute ma vie, par crainte que cela ne se reproduise, ou que la prochaine fois, je sois plus qu'un témoin. Quand j'ai commencé à y travailler, c'était une entreprise florissante. Des gens de tous les pays venaient y séjourner, chaque fois qu'ils voulaient y passer un week-end à la plage, ou bénéficier d'un séjour luxueux dans une campagne paisible. J'adorais cet endroit, mais au fur et à mesure que le temps passait, et que le pays commençait à plonger dans les problèmes économiques, de moins en moins de gens sont passés. Ne vous méprenez pas, nous étions toujours très occupés, mais nous n'étions pas aussi populaires. Alors qu'avant nous avions l'habitude de recevoir environ 1500 personnes par week-end, nous avons commencé à nous estimer chanceux si nous en avions approximativement 1100. Ce fut le début du déclin pour la plupart des hôtels de ce genre, et comme de moins en moins de personnes y dormaient, de moins en moins de personnel y travaillait, ce qui signifiait que la sécurité était beaucoup moins présente. C'est à partir de là que j'ai été témoin du fameux événement. C'était un jeudi soir assez classique. Nous avions dû héberger environ 300 personnes sur les 15 étages accessibles, donc nous étions bien évidemment assez vides. De toute façon, ce n'était jamais complet le jeudi. Mon service a commencé de façon relativement normale. J'aidais les clients qui arrivaient et partaient. Je traînais dans le hall, discutant avec des clients qui attendaient un taxi avec mon ami Craig, qui était à la réception. Après environ 1 heure à rechercher des choses à faire, pour me donner l'impression d'accélérer un peu mon service, nous avons reçu un appel de la chambre 331, de la part d'un certain monsieur Gerald Rogers. C'est Craig qui a répondu, donc je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que le téléphone avait probablement été décroché par accident, mais que d'après le brouhaha, le monsieur qui était dans la chambre devait être réveillé. Il y avait apparemment un barouf sourd et des bruits de mouvements audibles à travers le téléphone. Pensant que je pouvais faire traîner cette tâche, j'ai décidé de prendre les escaliers, et je ne suis donc pas arrivé avant une dizaine de minutes. Lorsque je me suis présenté devant la chambre, j'ai frappé doucement à la porte, ne voulant alerter aucune des personnes qui se trouvaient à cet étage et qui dormaient sans doute. J'ai attendu plusieurs minutes, mais je n'ai pas eu de réponse. Alors j'ai frappé à nouveau, un petit peu plus fort. Cette fois-ci, j'ai entendu une voix basse qui me répondait. « Qui est-ce » a-t-il demandé. Sa voix était très grave, mais tout de même très claire. Ce n'était rien qui puisse vraiment me mettre mal à l'aise. « Je suis un employé, monsieur Rogers. J'ai été informé que votre téléphone avait été décroché et que vous nous aviez appelé accidentellement. Pourriez-vous le raccrocher, s'il vous plaît ?» lui ai-je demandé. Cette fois, il a élevé la voix comme s'il était maintenant loin de l'entrée. « Désolé, je ne peux pas. Pourquoi ne pas entrer et allumer la lumière ? Ma porte est déverrouillée. » J'ai saisi la poignée de la porte, mais en essayant de la tourner, j'ai constaté qu'elle ne bougeait pas. La porte était verrouillée. J'ai attendu derrière le battant, pensant qu'il se rendrait compte qu'elle était en réalité fermée et qu'il m'ouvrirait. Cependant, après plusieurs minutes d'attente, rien ne s'est passé. Lassé, j'ai dit à travers la porte. « Je ne peux pas entrer. Raccrochez simplement votre téléphone, s'il vous plaît. » Je me suis alors retourné pour descendre dans le hall, sans repenser à cette histoire.
Une fois de retour en bas, j'ai demandé à Craig si l'homme avait finalement raccroché le téléphone, et il m'a répondu que oui, alors j'en suis resté là. 1 heure plus tard, Craig a dû revenir vers moi pour me dire que le même téléphone dans la même chambre avait de nouveau appelé la réception et était de nouveau resté décroché. Pensant que cela devait être une sorte de problème technique venant de la dite chambre, je suis retourné à la 331, en allant beaucoup plus vite que la dernière fois. J'ai continué de procéder en frappant à la porte de façon silencieuse, car il était 23 heures, et que nous ne voulions pas de mauvaises critiques de la part des clients. Une fois de plus, je n'ai pas eu de réponse. Alors, comme j'avais fait plus tôt, j'ai frappé un peu plus fort. Mais cette fois, toujours pas de réponse. Mes cognements n'ont été accueillis que par le silence. Pensant que le monsieur était peut-être endormi, je suis retourné dans le hall et j'ai pris la grande clé pour me permettre d'ouvrir la 331. En ouvrant, j'ai vu l'homme assis sur le lit. Il regardait en direction de la salle de bain. À part le lavabo qui coulait, la pièce était calme, extrêmement silencieuse. Étrangement, l'homme n'avait pas réalisé que j'étais là. Il a continué à fixer la salle de bain. Je me suis excusé de l'avoir dérangé de nouveau et lui ai gentiment demandé de raccrocher, mais il n'a pas bougé d'un pouce. Il a continué à fixer le même point. J'ai fait un pas dans la pièce. Mon anxiété a commencé à augmenter. C'était effrayant de me rendre compte qu'il ne me voyait même pas. J'étais sur le point d'allumer la lumière, mais j'ai entrevu le téléphone. J'ai immédiatement changé de direction pour aller remettre ce dernier en place sur son support. Une fois mon travail terminé, j'ai tourné les talons et me suis précipité vers la sortie, tout en ayant l'impression que quelque chose était derrière moi et me suivait. En arrivant à la porte, je me suis retourné pour contrôler la pièce du regard une dernière fois. C'est alors qu'il a finalement fait un mouvement. C'était lent, presque imperceptible, et ce n'était qu'au niveau de son visage, mais c'était déconcertant. Il a lentement incliné la tête pour éloigner son regard de la salle de bain et m'a regardé, les yeux grands ouverts. J'ai fermé la porte en la claquant de façon assez rapide pour rompre le contact visuel aussi vite que possible. J'ai eu la chair de poule et en redescendant vers le hall, j'ai prié pour que rien en rapport avec cet homme ne se reproduise ce soir. Une fois revenu, j'ai tout raconté à Craig. Il m'a dit que j'étais probablement paranoïaque et que le type était sûrement ivre ou dormait juste bizarrement. Pour être honnête, je préférais ses explications à ce que je venais de voir, et j'ai donc essayé de me convaincre que ce qu'il disait était vrai. Au fil de la nuit, l'hôtel est devenu de plus en plus calme, et j'ai donc passé du temps avec Craig, ce qui m'a rassuré et m'a fait oublier ma précédente rencontre, jusqu'à ce que l'homme appelle une 3e fois. Tout comme les 2 dernières fois, il n'y a pas eu de parole au bout du fil, seulement des bruits de pas et des petits gémissements étouffés. Mon estomac s'est noué, et, malgré mon absence de bon sens me disant de ne pas y aller, je suis remonté jusqu'à la 331. Cette fois, la porte était légèrement entr'ouverte, alors j'ai frappé tout doucement et fait grincer les gonds en l'ouvrant, tout en espérant que l'homme n'était pas là. En jetant la pièce, j'ai remarqué qu'il était toujours dedans, sauf que cette fois, il était sur le lit, allongé sur le ventre. La seule lumière qui illuminait la chambre était la faible lampe du couloir, m'empêchant de voir ce qu'il y avait autour. Tout ce que je discernais, c'était que cet homme était allongé, entouré d'un liquide sombre. Cela me rassurait un peu et me rendait moins anxieux. Craig avait certainement raison. Il était probablement ivre, et il avait sans doute commencé à s'uriner dessus en s'endormant. C'était ennuyeux qu'il abîmait nos draps, mais cela rendait l'ambiance beaucoup moins effrayante. J'ai raccroché son téléphone pour la 2e fois, et je suis parti en fermant complètement la porte. Après cela, le reste de la soirée a été plutôt tranquille. Vers 1 heure du matin, Craig et moi avons terminé notre quart de travail, et sommes donc rentrés chez nous. J'ai brièvement raconté à mon remplaçant les problèmes qu'il y avait eu avec l'homme de la 331, au cas où il aurait recommencé. Mais comme j'avais une seconde garde à partir de 9 heures, je suis parti assez brusquement pour aller dormir. Cette nuit-là, il m'a fallu un certain temps pour m'endormir, même si je me répétais que ce n'était qu'un homme un peu trop ivre. Ces événements me travaillaient trop pour pouvoir fermer l'œil. Ils étaient toujours gravés au fond de mon esprit, m'apportant un sentiment de malaise. Je suis retourné au travail le lendemain matin, et tout semblait aller pour le mieux. Il faisait maintenant jour dans tout l'hôtel, alors toutes ces petites angoisses qu'on a parfois dans la tête lorsque nous sommes dans le noir avaient maintenant complètement disparu de mon esprit. J'ai passé les premières heures de mon service à suivre ma routine. Je transportais les bagages des gens jusqu'aux chambres, j'appelais de nombreux taxis, je me montrais toujours amical envers les clients, et je leur parlais souvent de leur soirée et du déroulement de leur séjour. Lors de mon 3e voyage dans le hall, j'ai été accueilli par un grand homme portant un long manteau de cuir, entièrement boutonné, avec un foulard qui le recouvrait le nez et la bouche, ainsi qu'une casquette. Il s'est approché de moi et m'a dit Désolé pour la nuit dernière. Dans la chambre 331.
Y a pas de souci. Au revoir, monsieur Rogers. Je suis heureux que vous ayez apprécié votre séjour chez nous, lui ai-je répondu. Et sur ces mots, il est sorti de l'établissement. Aux alentours de 11 heures, j'ai été appelé une ultime fois à la 331. Non pas par le téléphone de la chambre, mais par la femme de ménage. Elle avait appelé parce qu'elle ne pouvait pas entrer et avait besoin que je déverrouille la porte pour elle. Apparemment, sa clé ne fonctionnait plus, car peu importe le nombre de fois où elle avait tourné, elle refusait d'ouvrir. En arrivant, j'ai voulu la déverrouiller, mais elle a également refusé de s'ouvrir. J'ai donc pensé que quelque chose devait se trouver derrière et bloqué. J'ai passé un appel à la réception pour demander si Gérald Rogers avait bel et bien quitté l'hôtel, quand je l'avais vu à 10 heures, et ils m'ont affirmé que oui. Sachant cela, j'ai décidé qu'il valait mieux forcer le passage. Alors j'ai donné 3 coups de pied dans la porte, pour tenter de casser la serrure. Le dernier coup a fonctionné, et nous avons pu ouvrir le battant. En entrant, nous avons été horrifiés de voir que la pièce était couverte de sang. Il y en avait partout, dans la baignoire et le lavabo, sur les murs et le plafond. Il y avait aussi une grande marque qui avait taché tout le matelas. J'étais dégoûté. Mon estomac s'est tordu, et je me suis senti mal. Je me suis mis la main sur la bouche pour essayer de ne pas vomir. Je me suis retourné pour quitter la pièce avec précipitation, et lorsque je me suis dirigé vers la porte, j'ai vu ce qui la bloquait. C'était le cadavre de Gérald Rogers. Il était allongé là, près du battant. Ses vêtements avaient tous disparu, sauf son caleçon. Il avait des coupures des 2 côtés du corps, et portait ses boyaux autour du cou comme un boa. Cependant, le plus déconcertant était le fait qu'il avait un écœurant sourire formé sur son visage, comme s'il était mort dans un moment d'extase. Il va sans dire que nous avons immédiatement appelé la police. L'enquête a été longue et ardue, et personne n'a jamais su qui avait tué Monsieur Rogers. Peu de temps après, j'ai démissionné. Je ne pouvais pas continuer à retourner sur les lieux de ce crime, pas avec les souvenirs que j'avais. Encore plus tard, l'hôtel a fermé définitivement. Il n'avait pas réussi à se remettre de son image ternie. Je pense souvent aux événements de cette nuit-là. Qui était le meurtrier? Aurais-je pu aider Monsieur Rogers? Et surtout, pourquoi avait-il l'air si heureux? C'est le début de l'hiver, et ici, dans le Minnesota, il commence déjà à neiger. Je n'étais pas trop inquiet à ce sujet. Je vis ici depuis assez longtemps pour savoir comment bien me préparer à la saison. De plus, comme je travaille généralement à distance, j'ai très peu de raisons de quitter la maison pour braver les éléments. En tant que tel, je m'attendais à ce que ces quelques mois se passent sans incident. Seulement moi, restant emmitouflé dans une couverture sur mon canapé, avec mon ordinateur portable et un approvisionnement régulier en chocolat chaud. Le seul inconvénient, c'est que je vis seul, quoique la solitude ne m'ait jamais vraiment dérangé. Seulement, il semblerait qu'ici, je ne sois pas aussi seul que je ne le pensais. Depuis quelques semaines maintenant, je me réveille chaque matin pour constater qu'à un moment de la nuit, quelqu'un a construit un bonhomme de neige quelque part sur ma propriété. Chaque jour, je me réveille pour en trouver un nouveau sans faute. Ce que j'ai tout de suite trouvé bizarre, c'est que la ville la plus proche est à environ 20 km d'ici, et mon voisin le plus proche, lui, a un peu plus de 5 bornes. La neige sur le sol peut aller jusqu'à 2 mètres de hauteur. On peut facilement tomber dans un trou et se retrouver enseveli jusqu'au cou. C'était donc très étrange que quelqu'un sorte tout le temps pour construire des bonhommes de neige, surtout au milieu de la nuit, et dans ma cour. Cela dit, ça ne m'a pas vraiment alerté au début. En analysant les empreintes laissées dans la neige, par celui qui s'amuse à construire des bonhommes de neige sur ma propriété, j'en ai déduit qu'il s'agissait très sûrement d'un enfant. Il vient toujours par la forêt qui s'étend de ma cour jusqu'à très loin vers le nord. En soi, c'était déjà un peu étrange, étant donné que je ne me souviens pas avoir vu des habitations de ce côté. Mais il faut aussi dire que je ne suis pas la personne la plus sociable de la Terre. Ce ne serait donc pas une surprise pour moi si je n'entendais pas parler d'un emménagement. De plus, ce n'était que des bonhommes de neige, et donc pas la chose la plus menaçante du monde. Les bonhommes de neige en eux-mêmes étaient d'ailleurs très bien faits. Bien loin de ces sculptures faites de morceaux de neige maladroitement mélangés, que vous verrez dans les cours des maisons de beaucoup de personnes. Celles-ci étaient chacune faites de 3 sphères parfaitement formées, tant et si bien qu'ils semblaient presque fabriqués. Chaque bonhomme de neige était aussi équipé de plusieurs accessoires. Des vêtements tels que des écharpes, des mitaines et des chapeaux, des branches robustes pour les bras, et les traits du visage soigneusement réalisés à partir de pierres rondes, probablement récupérées dans la forêt. Accessoirement, aucun ne me tournait le dos. Je pouvais donc les voir tous regarder en direction de la maison depuis la fenêtre de ma chambre, qui donne directement sur ma cour. Le fait qu'ils commençaient à s'accumuler et à être de plus en plus nombreux dans ma cour en regardant tous de mon côté de leurs petits yeux figés,
devenait presque dérangeant. J'ai plusieurs fois songé à les détruire, mais je ne l'ai pas fait. Ça revenait à donner un coup de pied dans le château de sable d'un enfant sur la plage. Ce qui, à moins qu'on n'ait pas de cœur, est un acte des plus sadiques. En plus, ce n'étaient que des tas de neige inoffensifs. Ils n'obstruaient même pas le chemin. Ils étaient certes déstabilisants, mais j'ai pensé que cela ne valait pas la peine que je m'inquiète. Eh bien, j'ai rapidement changé d'avis à ce sujet hier soir. Au bout de 2 semaines, et de 14 bonhommes de neige construits dans ma cour, j'étais prêt à affronter ce visiteur nocturne. J'avais terminé tout mon travail pour la semaine, alors j'ai pris l'initiative de faire une nuit blanche, pour espérer prendre le gamin en flagrant délit. Je n'étais toujours pas particulièrement gêné par ce qu'il faisait, mais je commençais sérieusement à m'inquiéter pour lui. La température descendait de plus en plus chaque nuit, et même bien couvert, je ne voulais pas qu'il prenne de risques. Je trouvais déjà ça bizarre qu'il sorte en pleine nuit pour s'amuser tout seul dans ma cour, et je ne voulais certainement pas faire face à des problèmes juridiques s'il lui arrivait quelque chose chez moi. J'avais espéré que le temps reste correct cette nuit-là, mais je n'ai pas été chanceux. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, une tempête de neige s'est précipitée sur les montagnes et s'est abattue du côté de chez moi. J'ai dû faire face à un véritable blizzard. Je pouvais à peine voir à plus de quelques mètres par ma fenêtre, même avec la lampe de poche haute puissance sous la main. Dans ces conditions, j'ai pensé que le gamin n'allait pas pouvoir faire son voyage de nuit, mais j'ai tout de même décidé de rester debout au cas où. Vers 2 heures du matin, j'avais presque perdu toute trace de cet enthousiasme précédent. Je commençais à me lasser d'éclairer partout avec ma lampe de poche, et de ne voir que les silhouettes des bonhommes de neige les plus proches. Je m'étais plus ou moins convaincu qu'il était temps d'abandonner et d'aller dormir, mais je me sentais obligé de vérifier une dernière fois, ne serait-ce que pour satisfaire ce côté têtu de mon esprit, qui ne voulait pas admettre que j'avais perdu une soirée entière. J'aurais bien voulu être allé me coucher directement. Approchant d'une de mes fenêtres, j'ai lentement balayé ma cour avec le faisceau lumineux de ma lampe de poche. La tempête était toujours aussi forte, mais le vent avait commencé à s'atténuer considérablement. Je pouvais maintenant voir davantage de bonhommes de neige qui jonchaient ma cour. Malgré l'intensité du vent, aucun d'eux n'a été renversé. Avec le temps, les bonhommes de neige avaient tous formé une coquille extérieure de glace résistante. Il faudrait bien plus qu'une tempête de neige pour les faire bouger, et il durait probablement jusqu'au printemps. Cependant, quelque chose m'a tout de suite frappé. Il semblait presque plus proche de la maison qu'auparavant. Je ne savais pas si c'était juste une impression, ou si c'était vraiment le cas. Puis, alors que j'y réfléchissais, j'ai entendu un bruit de mouvement. Quelque chose avait bougé entre les bonhommes de neige. J'ai alors braqué le faisceau lumineux de ma lampe sur l'endroit où je pensais l'avoir vu. Mais il n'était plus là. Perturbé, j'ai continué de balayer ma cour avec ma lampe. Je m'étais presque convaincu que mon manque de sommeil commençait à m'atteindre, quand j'ai de nouveau entendu quelque chose. Le faisceau de ma lampe de poche passa rapidement à l'endroit d'où je pensais que le son provenait. J'ai à peine eu le temps de l'apercevoir, mais cette fois, j'en étais sûr. Quelque chose se déplaçait dans ma cour, et s'était réfugié hors de mon champ de vision. J'ai alors enfilé un manteau et une paire de bottes, et je suis sorti dans la cour. Non seulement, ce gamin était dans le pétrin, mais en plus, il était pieds nus. Où diable étaient les parents de cet enfant, et pourquoi ils ne le surveillaient pas mieux? J'étais tout sauf impatient de me jeter dans le blizzard, mais je savais que je devais le faire. Je ne savais même pas si ce gosse savait réellement où il se trouvait, et je n'allais sûrement pas le laisser mourir dans ma cour. Frissonnant, je suis sorti par ma porte arrière, allant directement vers le côté de la maison où je pensais qu'il était. J'avais espéré qu'il soit toujours près de la maison, pour ne pas avoir à m'aventurer trop loin dans le blizzard. Mais malheureusement, je pouvais en juger par ses empreintes qu'il s'était beaucoup éloigné. Je me suis alors dépêché de suivre les traces pour ne pas le perdre de vue. J'ai suivi ces traces jusqu'à m'éloigner considérablement de ma propriété, et à commencer à m'enfoncer dans la forêt. J'ai voulu crier pour l'appeler, mais j'y ai renoncé, craignant de l'effrayer. Je tendais les oreilles dans l'espoir d'entendre quelque chose, un nouveau bruit, ou encore même un appel, mais la neige étouffait tous les sons. Même avec ma lampe de poche, je commençais à ne presque plus rien voir, et je commençais même à avoir peur de me perdre. C'est alors que je l'ai entendu, une sorte de grattement, semblable à un petit animal essayant de se creuser un terrier. C'était le gamin. Du moins, j'aurais voulu que ce soit ça. J'ai fait de mon mieux pour être le plus silencieux possible en m'approchant. J'ai approché la source du son, qui semblait venir de derrière quelques buissons, et j'ai éclairé dans cette direction, en espérant qu'il ne soit pas effrayé par la lumière. J'ai toujours essayé de rationaliser, d'émettre des hypothèses logiques, de supposer des choses rassurantes. Mais lorsque le faisceau de ma lampe de poche s'est posé sur cette chose, recroquevillée dans la neige, j'ai rapidement réalisé que j'avais pris les choses beaucoup trop à la légère.
La première chose que j'ai réalisée, c'est que ça n'était pas seulement pieds nus. C'était complètement nu, de la tête aux pieds. Mais c'était le cadet de mes soucis, car mon cœur a commencé à battre la chamade quand je me suis rendu compte que ce que je regardais n'était peut-être même pas humain. Sa peau était blanche avec des reflets bleus, à peine discernables à cause de la neige qui la recouvrait. Sa peau glacée était tendue sur ses os. Sa colonne vertébrale était plus qu'apparente sur son dos horriblement voûté, qui se prolongeait jusqu'à une queue courte et charnue. Ça avait à peu près la taille et la morphologie d'un enfant. Mais c'était tout sauf ça. On aurait cru un rat taupe, ou encore une sorte de chat sans poil. Il était courbé, ses mains noueuses ressemblant à des racines, agrippaient la neige environnante et en faisaient une grosse boule. Ses mouvements étaient effrénés et erratiques, comme un rongeur ou un cafard se précipitant sur le sol. Ça paraissait tellement irréel que mon esprit ne savait pas comment prendre la situation. Ça n'avait pas vu la lumière, il n'avait pas le moins du monde l'air de m'avoir remarqué. Alors tant bien que mal, j'ai essayé de m'enfuir discrètement. Manque de bol, j'ai marché sur une branche, et la créature s'est retournée aussitôt pour me faire face. Son visage était horriblement asymétrique. Rien n'allait. Ses yeux étaient bien trop petits, sa bouche bien trop grande. Ça n'avait presque pas de nez. Ses yeux noirs et brillants étaient rivés sur moi, et sa large bouche, pleine de dents aiguisées, était figée dans un grognement. Un horrible frisson traversa tout mon corps, bien plus glaçant que tout ce froid environnant. La chose laissa échapper un cri semblable au crissement d'une craie sur un tableau noir, et commença à s'avancer vers moi. J'ai crié en retour, tombant en arrière alors que je reculais désespérément. Ma lampe de poche vacilla, avant de s'éteindre complètement. Quelques coups frénétiques l'ont fait fonctionner à nouveau, et je l'ai braqué une nouvelle fois sur l'endroit où cette chose se trouvait. Mais elle n'était plus là. Je ne sais pas où elle est partie, mais je ne me suis certainement pas risqué à le découvrir. Je me suis précipité à travers les bonhommes de neige jusqu'à ma maison, et je le jure, ils me regardaient tous. Leur froncement de sourcils était si profond. Ils semblaient tous en colère. Cependant, je n'ai pas perdu de temps à les examiner. Je suis rapidement rentré dans ma maison, et j'ai verrouillé toutes les portes à double tour, fermé tous les stores et les rideaux, avant de m'enfermer dans ma chambre. Heureusement, la nuit s'est déroulée sans incident. J'ai tout de même réussi à m'endormir, et j'ai essayé de me convaincre que la nuit dernière n'était qu'un mauvais rêve. Mais je sais que tout cela était vrai. Je n'ai aucune idée de ce qu'est la créature que j'ai vue hier soir, mais une chose est sûre, elle ne me fera pas quitter ma maison. Quand je me suis réveillé ce matin, tous les bonhommes de neige avaient disparu sans laisser de traces. Il n'y avait plus rien autour, aucune trace de la neige avec laquelle ils étaient faits, pas de glace, pas d'empreinte. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne mettrai pas un pied dehors avant de savoir où ils sont allés. Il reste tout de même une question. À qui appartenaient tous ces vêtements que cette chose a récupérés pour habiller les bonhommes de neige? Et suis-je une cible potentielle? Lorsqu'elle fit son entrée, la vieille reine reconnut immédiatement Blanche-Neige, et la peur qu'elle en eut la cloua sur place, sa terreur l'empêchant de bouger. Mais on lui avait préparé des souliers de fer qui étaient sur le feu, à rougir. On les lui apporta avec des tenailles, et on les mit devant elle, l'obligeant à s'en chausser et à danser dans ses escarpins de fer rouge jusqu'à sa mort, qui suivit bientôt. Et ils vécurent heureux, le temps de leur mariage. Un jour, la jeune reine se retrouva veuve. Le roi était mort dans son sommeil. Elle le fit placer dans le cercueil de verre que les nains avaient taillé pour elle, pour pouvoir l'observer chaque jour. Puis, elle vécut longtemps, bien trop longtemps. Certains paysans proches de Blanche-Neige, qui montaient souvent au château, disparurent bientôt. La région s'inquiétait. Blanche-Neige, elle, semblait triste. Elle se promenait dans la ville, regardant étrangement ses sujets, l'air hagard. Un beau jour, les 7 nains vinrent rendre visite à leur amie. Elle les accueillit comme il se devait. La ville fut préparée pour une grande fête. Blanche-Neige était de nouveau rayonnante, comme avant. Mais, en arrivant devant elle, les nains frémirent. « Qui es-tu » demandèrent-ils. « Je suis Blanche-Neige. Qui d'autre pourrais-je être ?»« Tu n'es pas notre Blanche-Neige » lança l'un des nains. « Va-t'en, monstre !»
Nous nous doutions de quelque chose depuis ton réveil. Et maintenant nous en sommes sûrs. Ils repartirent en courant dans la forêt, et nul ne les revit plus. Progressivement, les environs du château se vidèrent. Chaque mois, de jeunes nobles attirés par le veuvage de la reine s'installaient et disparaissaient peu après. La ville devint sinistre. Les gens ne sortaient plus de chez eux. Le château devint lugubre, la forêt enchantée sombre. Puis, peu à peu, la forteresse tomba en ruine. Les habitants fuirent ce lieu hanté, où ils perdaient leurs fils et leurs filles du jour au lendemain, et où la reine ne sortait plus de sa tour. Un jour, une jeune voyageuse arriva à l'orée de cette forêt maudite, car on disait que l'on pouvait y trouver de fabuleux trésors et des êtres extraordinaires. Les premières choses qu'elle vit furent des arbres gris, aux branches tordues, et à l'écorce grimaçante. Le soleil ne passait pas à travers leur dense feuillage. Une brume inquiétante couvrait le sol. La jeune fille décida alors de s'enfoncer dans la forêt. Elle se perdit rapidement. Les arbres se ressemblaient tous. Rien ne permettait de les distinguer et de retrouver son chemin. Heureusement, elle finit par arriver à une petite maison, dans une clairière grise. La chaume du toit était pourrie. La charpente apparaissait par endroits. Les briques étaient d'un rouge sale, poussiéreux. La porte était en bois renforcé de fer forgé. Il s'en dégageait une sorte de tristesse. Affamée et assoiffée, elle toqua à la porte. Elle entendit aussitôt des voix derrière le battant. 7 voix différentes. « Qui est-ce ? Ne la laissez pas rentrer. Attention ! Elle a déjà failli nous avoir. Elle ne fait pas ça d'habitude. Regardons bien, on verra. » Peu après, la porte s'ouvrit en grinçant. 7 nains se tenaient derrière. « Rentre vite !» chuchota l'un d'eux. Une fois à l'intérieur, la voyageuse fut assaillie de questions. « Qui es-tu ? Que viens-tu faire ici ?» Exténuée, la jeune fille était bien incapable de répondre. La voyant ainsi, 4 nains la montèrent à l'étage et la déposèrent dans un lit froid et poussiéreux. Avant de s'endormir, elle eut le temps d'apercevoir les 7 autres petits lits qui l'entouraient. Durant la nuit, elle fut réveillée par une voix enjôleuse. « Laissez-moi entrer, je suis votre amie. C'est moi, Blanche-Neige. » Les nains criaient. Non, tu n'es pas notre ami. Va-t'en. La jeune fille, l'esprit engourdi par le sommeil, se leva et, dégageant un trou dans le toit en chaume, observa le devant de la porte. Une femme à la peau blanche comme la neige et aux lèvres rouges comme le sang se tenait là. Elle scintillait dans la brume. Celle-ci leva la tête vers elle. « Toi, tu me laisserais entrer, non ?» Subjuguée, la jeune fille répondit par l'affirmative. La reine fit alors un bond extraordinaire, se posant dans la chambre. Elle attrapa la jeune fille. Dans le même temps, un nain monta à toute vitesse. Non. Pourquoi l'as-tu invitée ? Tant qu'elle n'était pas invitée, elle ne pouvait pas rentrer. L'apparition, poursuivie de sa voix mielleuse. « Allons, je ne suis pas méchante. C'est moi, Blanche-Neige. » « Non, tu les as tous dévorés, le prince en premier !» cria l'un d'entre eux. « J'aurais voulu aimer mon prince. Je l'ai aimé. Mais seul son sang m'intéressait. » répondit-elle. Sa véritable silhouette apparut alors. Un corps décharné, à la peau blanche comme la neige et aux os saillants, dominé par un crâne chauve, mis en valeur par une bouche rouge comme le sang. La dernière chose qu'entendit la jeune paysanne fut son rire, résonnant dans la forêt, tandis que les nains s'enfuyaient dans la brume. Je suis né dans un petit village pittoresque et vide, près de Cracovie en Pologne, qui tenait toujours malgré l'occupation des nazis. Nous vivions dans une maison de ferme avec 2 chambres à coucher. Mon père, ma mère, mes frères Michael et Igor, et moi. Mes frères étaient des jumeaux totalement identiques, et nous avions entendu des rumeurs sur la fascination des nazis pour les gens comme eux. Cela nous a poussés à être encore plus vigilants et réservés, même si nous vivions déjà dans un coin reculé de la campagne. D'ailleurs, pour éviter d'aller dans les villes occupées des alentours, nous ne mangions que du poulet et des œufs de notre élevage à chaque repas, ainsi que tout ce que maman pouvait ramasser d'autre dans le jardin. Nous étions totalement seuls et isolés, mais nous survivions. La chose la plus difficile pour moi était le fait que je devais dormir dans la cave, car Michael et Igor étaient encore des enfants en bas âge, et ils avaient besoin de l'attention constante de nos parents. Elle était froide, et elle avait seulement une petite fenêtre où passait le clair de lune.
La seule lumière que j'avais comme je n'avais pas de bougie. C'est la raison pour laquelle je retardais toujours le moment d'y descendre pour dormir, et que j'attendais à chaque fois d'être complètement épuisé, afin de ne pas devoir y rester allongé éveillé. Les nuits où je n'arrivais pas à dormir, je me levais malgré tout et je regardais par cette toute petite fenêtre, qui me donnait une vue sur le jardin, et le grand puits abandonné qui s'y trouvait. C'était ma principale activité lors de ces nuits solitaires hantées par la guerre. En général, c'était ennuyeux, et il ne se passait pas grand-chose. Mais il m'arrivait quelquefois d'apercevoir une famille, un homme seul, ou même deux amoureuses faufilant dans notre jardin pour atteindre notre porte d'entrée. Ils avaient toujours l'air pressés, effrayés, et ils portaient souvent des vêtements en lambeaux. Leur arrivée était toujours suivie de bruits de coups sur la porte, et de supplications pour que l'on accepte de leur ouvrir. Mais nous ne savions pas, du moins je ne savais pas, que nous vivions aussi près du camp d'Auschwitz, et que ces gens étaient des évadés. Malheureusement, on ne leur ouvrait jamais. Cela aurait valu une condamnation à mort pour eux comme pour nous. Les nazis n'aimaient pas les Polonais, mais ils nous toléraient. Et il était plus facile de cacher Mikhail et Igor que tout un groupe d'évadés. Mon père a fait ce qu'il devait faire pour nous maintenir en vie. Au fur et à mesure que la guerre avançait, de moins en moins de gens se manifestaient au milieu de la nuit. Mais c'est durant cette période que nos poulets et nos légumes ont commencé à disparaître. Perdre notre seule réserve de nourriture n'était pas tolérable. Et à ce moment-là, mon père a soupçonné les évadés. Alors il a installé une clôture autour de notre propriété. Malgré cela, les poulets ont continué de disparaître. On ne retrouvait rien d'eux aux alentours. Ils disparaissaient juste. Ils se volatilisaient de leurs cages et de leurs enclos. Une nuit, j'ai décidé de rester éveillé pour voir si je pouvais trouver une réponse. J'ai lutté contre la fatigue jusqu'au petit matin, et malgré le peu de lumière et la pluie, j'ai aperçu ce qui semblait être une silhouette humaine courir dans le jardin. Je me suis précipité à l'étage pour le dire à mon père, et il a couru dehors avec un couteau, la seule arme de défense que nous avions. Mais nous n'avons rien trouvé. Personne. Mais le lendemain, cependant, nous avons trouvé quelque chose. Des traces de pas. Elles menaient des enclos à poulets jusqu'au puits. Elles avaient été faites dans la boue humide et venaient de pieds nus. Pas de chaussures, ni de chaussettes, juste des pieds. Mon père a eu pitié de cette personne qui devait chercher refuge et lui a laissé un mot, indiquant qu'elle avait 2 jours pour partir et qu'ensuite il commencerait à sceller le puits. La nuit suivante, j'ai eu l'idée d'apporter une couverture dans le puits car l'hiver s'installait. J'ai attendu que mes parents soient endormis et je me suis faufilé dehors. J'ai crié quelque chose d'amical en direction du trou, indiquant à cette pauvre personne que mes intentions étaient pacifiques. Et j'ai commencé ma descente en m'accrochant aux chevilles fixées aux pierres. En me rapprochant du fond, j'ai senti une odeur absolument atroce. Alors j'ai sorti la lampe de mon père qui était dans ma poche pour essayer d'éclairer. C'est là que je me suis rendu compte de la profondeur du puits, qui dans le passé était utilisé pour approvisionner en eau toute la ville et les familles qui y habitaient. Des familles qui n'étaient plus là. Au fond, j'ai trouvé un tunnel creusé dans la pierre, là où la paroi du puits était effondrée, ouvrant sur une sorte de crevasse de seulement 2 mètres de largeur et 3 mètres de profondeur et de hauteur. Mon cœur s'est serré. Je suis tombé nez à nez, non pas avec une personne, mais avec toute une famille, dont une seule créature squelettique avait survécu. La lumière se reflétait sur ses yeux enfoncés et sa peau grise. Du sang couvrait son visage, et des carcasses de poulets étaient éparpillées partout autour d'elle. Il y avait un tas de volailles en décomposition à côté d'une femme, et de ce que je soupçonnais être son fils et sa fille, des enfants qui ne devaient pas avoir bien plus de 5 ans. Ils semblaient être morts depuis très longtemps. L'homme, si l'on pouvait toujours l'appeler ainsi, a juste regardé la lumière, et je lui ai rendu son regard, incapable de le quitter des yeux. Je ne me sentais pas menacé, car il n'avait pas l'air agressif. Au contraire, il avait l'air profondément chamboulé, et n'arrivait à manifester ses émotions que par de petits couinements, comme un animal. Il s'est simplement accroupi, sans bruit, à côté des corps en décomposition de ses proches, et des carcasses de poulets qu'il nous avait dérobées. Il semblait vide, dépourvu de tout ce qui fait de nous des êtres humains. Il aurait dû se rendre compte que les membres de sa famille étaient morts depuis longtemps. Et pourtant, il apportait toujours de la nourriture à leurs cadavres. Il ne pouvait pas accepter la réalité. Il a fini par tourner la tête quand j'ai dirigé la lumière vers le corps de sa fille. Il l'a regardée fixement. Puis, il s'est assis près d'elle, et a continué de veiller sur elle. « Vous pouvez partir maintenant », lui ai-je dit. « Je vais aller ouvrir le portail pour que vous puissiez vous échapper, et mon père scellera le puits au matin. Mais s'il vous plaît, partez maintenant.
Mais ma voix et mes supplications semblaient n'avoir aucun effet sur lui. J'étais profondément attristé par son expression. J'ignorais s'il comprenait ce que je lui disais. À ce moment, j'ai décidé qu'il valait mieux que je remonte du puits et que je parte, en espérant que l'homme me suivrait et ferait de même. En commençant mon ascension, je l'ai éclairé une dernière fois. À vrai dire, j'ai été bouleversé. J'ai vu une larme couler de son œil. Il était redevenu un homme l'espace d'un instant. Il n'avait pu se libérer qu'après avoir vu le cadavre de sa fille, jusqu'alors caché par l'obscurité. Il avait alors réalisé qu'il avait apporté de la nourriture à des morts. Il avait l'air détruit. Je l'ai entendu sangloter. Puis, il s'est enfoncé plus lent dans le tunnel, dans un endroit que je n'avais pas osé explorer. Cette nuit-là, il a encore plu. Mais au matin, quand mon père est sorti pour sceller le puits, nous n'avons trouvé aucune trace de pas. Je n'ai jamais trouvé la force d'en parler à mes parents, car de toute évidence, cet homme au fond du puits n'aurait jamais pu être sauvé. J'avais compris qu'il n'était pas décidé à s'éloigner de sa famille. Je parle de cette histoire après être resté au silence pendant 8 ans. Je ne vis plus à Cracovie. La guerre est finie, pour de bon. Du moins je l'espère. Et ma famille et moi vivons maintenant des jours meilleurs. Mais parfois encore aujourd'hui, la nuit, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Je repense à cette famille. Que leur avait-on fait? Comment avait-il fini dans ce puits? Et surtout, combien de temps ce pauvre homme avait-il passé dans la solitude? Quelle est votre partie préférée de Noël? Les chants entraînants? Les téléfilms nuls mais qui vous réchauffent le cœur qui passent chaque année à la télé? Ou peut-être juste le froid? Pour moi, c'était la nourriture. J'ai grandi dans la petite ville de Rocky Hill dans le Connecticut, une banlieue juste à l'extérieur de Hartford. Personne n'utilisait vraiment les téléphones, et à l'époque où je vivais là-bas, Netflix n'existait pas. Et le meilleur divertissement après la télévision, c'était le bouche à oreille. Étant enfant à l'époque, j'entendais toujours des rumeurs différentes sur les habitants de la ville. Une histoire qui m'est toujours restée en tête était celle que j'avais entendue sur la résidente la plus âgée, Madame Helen Harrison. Mes camarades de classe disaient qu'Helen était une sorcière. Rumeur assez courante sur les personnes âgées. J'entendais régulièrement de nouveaux ajouts à cette histoire, comme le fait qu'Helen avait bien plus de 100 ans, ou qu'elle enlevait des animaux du voisinage pour les utiliser pour des rituels sataniques. N'ayant que 8 ans à l'époque, j'ai vite cru à presque tout ce que j'avais entendu. Les rumeurs s'intensifiaient à la période d'Halloween, lorsque les jeunes les plus âgés du quartier redoublaient d'inventivité pour créer des histoires à son sujet, effrayant ainsi les plus petits comme moi. Ils ont même commencé à vandaliser sa maison, y jetant des œufs, du papier toilette et la tag en graffiti. Je me rappelle être entré de l'école avec mes amis et être passé devant la maison d'Hélène en chemin. Des lycéens avaient tagué la phrase suivante sur la façade de sa maison. Hélène vieille peau. Je me souviens m'être senti mal pour elle, malgré la peur sous-jacente que je ressentais chaque fois que je passais près de sa propriété. Après tout ce vandalisme sans cœur et immature qui avait lieu fin octobre, chaque année, la maison d'Hélène était nettoyée. À l'approche de Thanksgiving, sa maison était préparée et décorée pour la saison de Noël, arborant de magnifiques guirlandes lumineuses. Je m'étais toujours demandé comment elle arrivait à placer toutes ces décorations elle-même. Du moins, je supposais qu'elle le faisait elle-même, car pendant toutes ces années, on n'a jamais vu personne rendre visite à Hélène. Pas de petits-enfants, ni même d'enfants d'ailleurs. Pas de cousins, de neveux ou de nièces. Je ne me souviens même pas avoir vu la voiture d'un ami dans son allée. La période de Noël était le seul moment où elle sortait de sa maison de manière notable. Un jour, je marchais avec le même groupe d'amis en rentrant de l'école. En nous approchant de sa maison, on s'est dit qu'il nous fallait soit trouver une nouvelle route, soit accepter d'être approchés par la vieille femme. Chaque fois qu'on passait, elle nous faisait signe. Mais, à cause de toutes ces rumeurs qui couraient sur elle, on en avait peur. Elle était toujours là, sur le palier de sa porte, portant chaque jour un nouveau pull épais qu'elle tricotait sûrement elle-même. Le genre de pull qu'on vous offre à Noël, et que vous portez une journée pour faire plaisir à votre grand-mère. Je me rappellerai toujours d'à quoi ressemblait Hélène. Elle avait de longs cheveux gris et filandreux qui lui tombaient jusqu'au bas de son dos. Sa peau ridée était pâle, à l'exception de quelques taches de vieillesse qu'elle avait sur le cou et les mains. Ses mêmes mains avaient les ongles les plus sales et négligés que j'avais jamais vus. Il était facile de comprendre pourquoi les gens pensaient des choses aussi horribles d'elle. Bonjour les garçons. Des biscuits de Noël, ça vous tente? Je viens de les sortir du four. A-t-elle proposé en tendant sa plaque de cuisson. J'ai longtemps regardé les gâteaux, et tout comme sa maison, ils étaient très joliment décorés, et on voyait qu'elle les avait faits avec amour. Pourtant, on a gentiment refusé. C'était peut-être une petite ville, mais le danger des étrangers était bien réel. On nous avait toujours interdit d'accepter les bonbons d'un inconnu.
et cette vieille femme était tout sauf une amie de longue date. J'apprécie sincèrement son offre, mais j'ai dû refuser respectueusement. Je l'ai remerciée en lui souhaitant un joyeux Noël, avant de rattraper mes amis qui s'éloignaient déjà. Tous les 2 jours, Hélène était là, avec un nouveau lot de gâteaux. Elle nous appelait, nous en proposait, et nous refusions chaque fois. Au bout d'un moment, dès qu'on passait devant chez elle, on la saluait amicalement, et on criait non merci à distance avant même qu'elle ne propose quoi que ce soit. Quelques semaines avant tout cela, à la mi-novembre, une nouvelle camarade a intégré notre classe. Elle s'appelait Kelly. Kelly était petite et timide. Elle regardait toujours ses pieds quand elle parlait, tout en jouant avec ses cheveux bouclés et les rubans roses qui les ornaient. L'une des choses malheureuses quand on vit dans une petite ville comme la nôtre, est que les secrets restent rarement des secrets. Ainsi, à peine quelques temps après le déménagement de Kelly à Rocky Hill, tous mes camarades de classe étaient déjà au courant de son histoire. Son père décédé la battait, elle et sa mère, de son vivant. Et la mère de Kelly n'était pas non plus un ange. Elle était toxicomane et laissait souvent sa fille livrée à elle-même. Avec le recul, il était clair que Kelly avait tous les signes révélateurs de la négligence. Ça ne m'avait pas frappé à l'époque, et j'étais toujours très gentil avec elle. Je lui prêtais mon matériel scolaire et lui proposais régulièrement de s'asseoir à table avec nous pour le déjeuner. Cela dit, je ne veux pas donner l'impression que j'étais un saint. Même si elle mangeait avec mes amis et moi, on ne lui parlait pas beaucoup, car le peu de fois où on a essayé, elle se contentait juste de répondre à nos questions, tout en mangeant son maigre déjeuner, le regard baissé. Au bout d'un moment, cela dit, elle a commencé à faire la route jusqu'à l'école avec nous. Mais encore une fois, très peu d'interaction. En fait, elle marchait toujours à quelques mètres de nous, mais nous avons toujours continué notre route, en faisant semblant qu'elle n'était pas là. Je ne suis pas fier de l'avoir ignorée comme nous l'avions fait, mais... que puis-je dire? Les enfants sont des tyrans, voilà. C'était une fille, et on était un groupe de petits garçons. On n'avait pas envie que l'un d'entre nous soit charrié par les autres camarades s'il devenait trop copain avec elle. Je me souviens d'un jour où la vieille voisine, Hélène Harrison, nous a encore proposé des biscuits. On a refusé, comme d'habitude. Mais alors qu'on s'éloignait, j'ai regardé en arrière pour voir Kelly tendre la main et en saisir un sur la plaque de cuisson de la vieille dame. Le sourire dessiné sur le visage d'Hélène était si grand. Elle hochait lentement la tête, tandis que Kelly prenait une bouchée. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise, car Kelly était nouvelle, alors elle ignorait tous les sombres récits qui entouraient Hélène. Elle n'avait également reçu que très peu d'attention positive de la part des adultes. Et voilà que cette vieille dame venait de lui proposer chaleureusement des gâteaux de Noël. Je pense que dans sa situation, très peu d'enfants auraient réagi différemment. Tout ça s'est passé une semaine avant les vacances de Noël, juste avant que Kelly ne cesse de se présenter en classe. En quelques jours, la nouvelle de sa disparition s'était répandue. Sa mère avait contacté les autorités, juste après être rentrée chez elle après le travail, constatant qu'elle n'était pas à la maison. Des avis de recherche ont été placardés un peu partout dans les rues, et la police est même intervenue en classe, pour tenter de nous rassurer et de nous dire de rester en sécurité. Vous l'imaginez bien, ça a tout de suite freiné l'élan festif chez les habitants. Malgré ce qui s'est passé, nous étions toujours autorisés à aller et revenir de l'école entre nous. Nos parents étaient d'accord, tant que nous restions groupés et qu'on les appelait au travail dès notre retour à la maison. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ce n'est pas une réaction que la plupart des parents auraient eue à l'heure actuelle. Un vendredi après-midi, alors qu'on rentrait à pied de l'école pour ce qui serait la dernière fois de l'année, ce qui aurait dû être une promenade débordante d'énergie et d'entrain, en raison de la perspective de notre longue pause de fin d'année, s'est transformé en une triste et silencieuse marche. La semaine avait été difficile pour nous. On était encore jeunes, et aucun de nous n'avait déjà vécu quelque chose comme ça. Dans nos têtes, les enfants ne disparaissaient pas, et les parents étaient censés rimer avec protection et sécurité. Notre ville était censée être sûre. C'est au cours de cette sombre promenade qu'on a de nouveau été approchés par Hélène. C'est bientôt Noël. Vous êtes en vacances maintenant, c'est ça? Allez, un petit biscuit pour fêter ça. Regardez, ce sont des bonhommes en pain d'épices. Je me suis beaucoup entraînée pour les décorer comme ça. A-t-elle déclaré, affichant son nouveau lot de biscuits. Allez, juste un pour me faire plaisir. On les a examinés. La pratique avait effectivement dû porter ses fruits, car ceux-ci avaient l'air impeccable, très beaux et détaillés, même par rapport au premier gâteau qu'elle nous avait proposé quelques semaines auparavant. Ces bonhommes en pain d'épices chaud dégageaient une odeur exquise de cannelle, tandis que le glaçage à la vanille et au sirop d'érable nous mettait l'eau à la bouche. Nous nous sommes tous regardés, une tentation évidente dans nos yeux. Un de mes amis a fait le premier pas, tendant la main et saisissant l'un des gâteaux. Nous avons tous emboîté le pas, attrapant chacun un biscuit. On s'est regardé à nouveau, avant de tous prendre une bouchée. L'un de mes amis a regardé Madame Harrison avec de grands yeux pétillants. Puis, il s'est écrié. Trop bon, Madame Harrison.
tout en laissant échapper de minuscules miettes de sa bouche. Et il avait raison, cette première bouchée était savoureuse. Mais, lorsque j'en ai pris une deuxième, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. La texture était mauvaise, le goût écœurant. J'ai eu un walker, et j'ai même failli vomir alors que je débarrassais ma bouche de ce gâteau partiellement mâché. Je l'ai recraché sur le sol, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait des mèches de cheveux blonds bouclées. J'ai regardé mes amis sous le choc. Ils affichaient aussi des regards troublés de confusion. Un par un, ils cassèrent leurs biscuits en deux. Non seulement, ils ont eux aussi trouvé des mèches de cheveux blonds, mais l'un d'eux a trouvé des morceaux de ruban déchiquetés. Le même type et la même couleur que Kelly portait toujours. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là, figés de peur, mais je me souviens que nous avons tous été brusqués par le rire dément d'Hélène. Elle avait l'air de ne plus pouvoir s'arrêter de rire. C'était si sincère, si mauvais, tellement qu'elle en laissa tomber sa plaque de cuisson avec les quelques biscuits restants sur le sol. Vous en voulez d'autres, les enfants? En la voyant dans cet état terrifiant, nous nous sommes tous enfuis, courant à pleines jambes jusqu'à nos maisons respectives. Nos parents avaient tous été contactés par la police et étaient rentrés plus tôt du travail. Des policiers étaient allés inspecter le domicile d'Hélène. À l'intérieur, ils ont fait une découverte glaçante. Pire que la saleté et la crasse qui envahissaient les tapis. Pire que les traces de rituels inconnus gravés sur les murs. Pire que les cadavres d'animaux partiellement disséqués. Le corps de Kelly. Elle a été retrouvée, allongée dans la cuisine d'Hélène. Je ne veux pas entrer dans les détails de l'état dans lequel elle se trouvait. Et pire que tout, Hélène n'était plus dans sa maison. Elle avait pris la fuite. Comment une vieille dame sans voiture pouvait-elle disparaître sans laisser de traces? À l'heure où je vous parle, je revois encore son visage déformé par un rire dément. Cet événement nous a traumatisés, mes amis et moi. On n'aurait jamais pu imaginer que quelque chose d'aussi sinistre puisse se produire à Rocky Hill. Ça fait un moment que je ne vis plus là-bas. Je me suis installé dans un appartement avec ma petite amie, et je n'ai même plus contact avec mes anciens camarades. À l'approche de Noël, cependant, je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ça, surtout cette année. J'ai entendu parler d'un emménagement dans ma résidence, et hier, alors que je rentrais de l'université, j'ai vu un enfant traverser la rue. Il tenait un biscuit en pain d'épices dans ses mains. Un biscuit qui semblait bien trop familier. La porte jaune sera toujours là. Il en sortira et te suivra partout où tu iras. Lorsque tu dormiras, dans ta chambre il entrera. Sous tes draps il se glissera. Et un soir, ta vie il fauchera. La porte jaune. Il y avait une porte de trop dans le couloir de l'étage de cette nouvelle maison. Sarah l'avait dit à ses parents, mais ils ne pouvaient pas la voir. Il lui avait dit de ne pas s'inquiéter, lui avait conseillé de se reposer, et l'avait convaincu qu'elle n'existait pas. Pourtant, elle était bien là. Elle était de la couleur de la maladie, jaunâtre, terne et craquelée. Une poignée argentée brillait en son centre, juste au-dessus d'un sombre trou de serrure. Sarah faisait de son mieux pour l'ignorer, mais la porte connaissait son nom, et elle le chuchotait lorsqu'elle s'en approchait. Elle l'appelait d'une voix rauque, alors que de minuscules griffes grattaient de l'autre côté. Les larmes roulaient toujours sur les joues de Sarah quand elle s'apprêtait à partir à l'école, et qu'elle entendait son appel alors qu'elle traversait le couloir. Appelait-elle toujours avant qu'elle ne soit hors de portée. L'école était devenue une bénédiction, une excuse pour être ailleurs, loin de cette horrible porte. À l'école, elle pouvait l'oublier. À l'école, elle pouvait prétendre que sa maison était comme celle de tout le monde, avec le bon nombre de portes, et aucun chuchotement étrange dans les couloirs. Mais, à la fin de la journée, elle l'attendait toujours au bout du couloir de l'étage, avec son hypnotisante poignée argentée. Elle détestait rentrer chez elle et savoir qu'elle était là, mais plus encore, elle avait peur de s'endormir, car dans ses rêves, elle l'ouvrait. Chaque nuit, elle se tenait devant elle, luttant contre l'envie de tendre la main pour saisir la poignée. Sa gorge était nouée, et elle ne le faisait jamais. Mais, dans ses songes, par mimétisme, elle tournait cette poignée. Dans certains rêves, elle imaginait qu'elle était glaciale, et dans d'autres, aussi brûlante que du charbon ardent. Et lorsque la porte s'ouvrait, elle révélait un vortex tourbillonnant d'ombre et de sons, duquel provenait une multitude de voix pleurant dans l'obscurité. Les voix se propageaient ensuite autour d'elle,
rampant dans ses cheveux comme des araignées. Les mots piquaient sa peau, la lui brûlait. Elle n'aurait jamais dû écouter. Il voit, Ont-ils dit? il entend, Ont-ils gémi? il a faim. Ont-ils pleuré? Sarah a poussé un cri ce soir-là, se réveillant haletante et transpirante, seule dans son lit. La vieille horloge indiquait que minuit était passé, mais de seulement quelques minutes, et l'obscurité enveloppait sa chambre. Elle a tiré les draps sur sa tête, et a tenté d'ignorer les voix qui résonnaient maintenant dans la réalité. Je vais bien. S'est-elle jurée, serrant ses genoux en se balançant d'avant en arrière. C'est juste un rêve. Ce sont toujours des rêves. Les rêves ne sont jamais réels. Elle a ensuite commencé à fredonner une chanson que sa mère lui chantait plus petite. Et généralement, peu après l'avoir entendue, sa panique s'estompait peu à peu pour laisser place à la somnolence. Mais, cette fois, cela ne fonctionnait pas, Juste un rêve. répétait-elle, Juste un rêve. Juste Sarah, a chuchoté quelqu'un dans le couloir. Sarah s'est figée. Sarah, est-ce que tu es Sarah? C'était la voix d'une fille, un peu plus âgée. Cette voix n'avait rien de normal, mais n'était en rien semblable à ces voix qu'elle entendait habituellement derrière la porte, Qui êtes-vous? a chuchoté Sarah sous ses draps. Je m'appelle Lizzie. Est-ce que tu es Sarah? Sarah ne bougeait pas. Elle était terrifiée à l'idée de quitter la sécurité de son cocon. Cependant, au fur et à mesure que le temps passait, une curiosité morbide l'enhardissait, et elle a fini par quitter ses couvertures, Et si c'était juste une autre fille normale comme moi? pensait-elle. Elle avait l'air tout aussi effrayée qu'elle. Elle a alors rampé hors de son lit, agrippant la chemise de nuit moite qu'elle avait portée pour dormir. Puis, elle est restée plantée sur place. Il n'y avait rien autour d'elle. Alors, prenant son courage à deux mains, elle s'est levée et a quitté sa chambre pour se rendre dans le couloir et faire face à la porte jaune qui l'attendait. Quand elle est arrivée devant elle, son estomac s'est noué, et pendant un instant, elle ne pouvait dire si elle allait vomir ou s'évanouir, S'il te plaît, a dit la voix de la jeune fille derrière la porte. s'il te plaît, réponds-moi. Est-ce que tu es Sarah? Sarah a alors ouvert la bouche pour répondre, mais seul un petit gémissement de frayeur s'en est échappé. Elle a pressé ses paumes contre ses joues et essuyé ses larmes. Oui, A-t-elle finalement réussi à dire? je suis Sarah. Laisse-moi rentrer, Sarah. S'il te plaît. La poignée argentée de la porte tremblait violemment, cliquetant comme si elle était verrouillée. Sarah a trébuché en arrière et est tombée sur le sol, les yeux rivés sur celle-ci. Laisse-moi rentrer, Sarah. S'il te plaît. Je peux pas rester ici. S'il te plaît, aide-moi. Laisse-moi rentrer. Criait la voix derrière la porte en frappant contre elle. Dans le trou de serrure sombre, sous la poignée cliquetante, il y avait un œil humain. Sarah s'est alors relevée et s'est penchée pour regarder, mais l'œil a disparu aussitôt, et la jeune fille de l'autre côté de la porte a commencé à pleurer. S'il te plaît, Sarah. A-t-elle supplié? Il est presque là. Mais qui? A chuchoté Sarah, tandis qu'un frisson glissait le long de sa colonne vertébrale. Lizzie a sangloté doucement. Lizzie. Lizzie. Sarah s'est rapprochée de la porte. Sa terreur se faisait grandissante alors que Lizzie ne répondait pas à ses appels. Elle a ensuite collé son oreille contre la porte et a retenu son souffle. Puis, elle a attendu. 2 longues minutes sont passées et rien ne bougeait, rien ne chuchotait, rien ne pleurait. Elle n'entendait rien d'autre que son propre cœur battant. Était-elle partie? Lizzie. Elle a essayé à nouveau, puis Il est là. Il est là. a enfin murmuré Lizzie dans son oreille, en collant sa bouche contre le trou de la serrure. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. Cédant presque, Sarah a saisi la poignée argentée d'une main tremblante. S'il te plaît. La voix de Lizzie devenait étouffée, suppliante. Mais Sarah avait la boule au ventre. Elle suffoquait. Devait-elle vraiment l'écouter? Ou s'enfuir et retrouver la sécurité de sa chambre, abandonnant cette pauvre Lizzie à son triste sort? Puis, haletante, elle a ensuite décidé de fermement serrer cette maudite poignée argentée et la tourner avec facilité. Puis, elle a ouvert la porte jaune. Derrière celle-ci, un mur. Rien d'autre qu'un mur. Confuse, elle a tendu une main tremblante pour le toucher. Il était bien solide, réel. Elle a doucement fermé la porte, qui a cliqueté à nouveau. Elle n'a pas osé bouger d'un pas, ni même reprendre son souffle. Elle attendait, elle écoutait, attendant que la porte parle à nouveau. 2 longues minutes sont passées dans un silence oppressant, et la porte n'avait toujours rien dit.
Sarah a commencé à perdre patience, à se fatiguer, et à se demander pourquoi elle se tenait immobile dans son couloir face à une porte qui n'existait pas. Oui, la porte avait disparu. Fallait-elle qu'elle l'ouvre pour que cela se produise? C'est qu'un rêve. S'est-elle souvenue, se détournant du mur vide de porte en se frottant les yeux. Ce sont toujours des rêves. Elle est ensuite repartie dans sa chambre, et s'est allongée dans son lit, avant de rapidement fermer les yeux. Les rêves disparaîtront, comme ils le font toujours. A-t-elle dit avant de s'endormir. Puis, la vieille horloge est tombée du mur lorsqu'elle a sonné minuit 16. Et... Sarah, a murmuré Lizzie. Elle était revenue. Sarah, ne te réveille pas. Sarah a froncé les sourcils et s'est roulée sur le dos. De toute évidence, elle ne voulait pas se réveiller. La pièce a ensuite longtemps été plongée dans le silence. Sarah savait qu'elle allait se réveiller bientôt. Il est là. A murmuré Lizzie. S'il te plaît, ne te réveille pas. Qui est là? Son horrible masque qui laisse voir ses minuscules pupilles blanches. Et sa voix. Il va te parler, Sarah. Sarah sentit la peur envahir son corps tout entier. Était-ce un rêve? Ou entendait-elle réellement cela dans la réalité? Il attend à quelques centimètres de ton visage pour être la première chose que tes yeux verront à ton réveil. Mais garde-les fermés, s'il te plaît. Sinon une coquille grosse va prendre ta place. À jamais. Sarah tremblait maintenant comme une feuille. Elle pouvait sentir un souffle chaud sur sa joue. La porte jaune sera toujours là. Il en sortira. Il te suivra. Partout où tu iras. Lorsque tu dormiras. Dans ta chambre, il rentrera. Sous tes draps, il se glissera. Et un soir, ta vie, il fauchera. L'homme creux est là. Le souffle s'est arrêté pour s'éloigner rapidement du visage de Sarah, quittant la pièce. Au loin, la jeune fille entendait ses parents hurler depuis leur chambre. Des larmes roulaient le long de ses joues. Ces larmes n'étaient pas un rêve. Elle pouvait les sentir ruisseler son visage, tout comme la chaleur humide du souffle qui était revenu près d'elle. A pleuré Sarah d'une voix mince comme du papier. Papa. A-t-elle gémi d'une voix rêche comme des feuilles séchées? Lizzie. A-t-elle lancé, comme pour avoir son aide et être rassurée? Mais Lizzie n'a pas répondu. Le souffle s'est arrêté, et le silence est revenu. Depuis le couloir, Sarah a entendu le doux clic du verrou de la porte. De la porte jaune. La lumière du soleil a pénétré la pièce, et la vieille horloge, encore sur le sol, indiquait 7h45. Puis, lorsqu'elle s'est sentie suffisamment en sécurité pour ouvrir les yeux, Sarah s'est levée et a quitté sa chambre. La porte jaune, avec sa poignée argentée, était là, plus terrifiante que jamais, plus sale et craquelée qu'autrefois, plus jaune que d'ordinaire, mais pourtant tout aussi attirante. Mais la maison était trop calme. Cette fois, la porte ne parlait pas, mais ce silence n'était pas ordinaire. C'était un silence assourdissant, et au fond d'elle, Sarah le savait. Si elle l'ouvrait cette fois, les choses se passeraient différemment. Puis, comme résignée, Sarah a posé sa main sur la poignée.